Ok, donc bonjour à toutes et à tous. On est en direct donc avec Mathieu Rondeau et Marie Siang de EDF. On a aussi Jacques Benamou qui va nous rejoindre le temps de métrage technique. Donc voilà, on est sur une conférence au sujet de la situation actuelle, donc coronavirus, mais sinon Covid-19, qui impacte toutes les sociétés. Aussi bien business que recrutement. Et c'est aussi l'intérêt de ce webinaire, c'est que chaque société puisse partager son expérience. Donc peut-être le temps que Jacques nous rejoigne et arrive à régler ce différent technique, je vais laisser Mathieu Rondeau se présenter en quelques secondes, présenter un peu à quelle société il appartient, ce qu'ils font. Et après, je laisserai Marie se présenter par la suite. Aux participants, je vous laisse nous dire si vous nous entendez tous bien comme il faut. Ok, merci Richie. Donc voilà, je me présente, Mathieu Rondeau. Je travaille pour la société Midral. Donc je suis aujourd'hui directeur de la partie marketing et innovation. L'idée de Midral aujourd'hui, quand on l'a créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'est d'aider les entreprises à mieux comprendre leurs données. C'est vraiment ça le but. Et on a créé un petit peu un cycle de valorisation de la donnée, je dirais, qui part de la préparation de données, de la data science, de la data vise, et tout ça dans un seul but, de permettre aux entreprises de prendre la meilleure des décisions. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui Midral, un écosystème un petit peu dans la donnée pour permettre aux entreprises de beaucoup mieux comprendre et valoriser leur patrimoine de données. Donc voilà aujourd'hui pour nous Midral. Ok, merci beaucoup Mathieu. Marie, est-ce que vous voulez présenter EDF, même si on connaît de nom, mais un peu votre activité, ce que vous faites chez EDF et voilà. Oui, alors donc Marie Siang, donc je suis responsable RH pour ce qu'on appelle la filière IT, SI Télécom et numérique. Donc je suis en charge du développement des métiers, des compétences, activités autour du recrutement, de la formation, notamment pour développer les compétences numériques au sein du groupe. Alors EDF en quelques chiffres, donc les derniers que j'avais, donc ça fait à peu près 67 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a à peu près 150 000 collaborateurs dans le monde, dont 100 000 en France. Et puis sur les besoins, sur les métiers de SI, IT numérique, je dirais qu'on a tous les métiers un peu de l'IT représentés. Puis également, on a des activités numériques en termes de recherche, notamment notre département R&D qui est très actif. Ok, bon super. Ce que je propose, si Jacques nous entend, a priori oui, c'est qu'on avance ensemble. Je vous garde Marie au téléphone et au bout de 5-10 minutes, je vais appeler Jacques pour qu'il puisse prendre la parole et je ferai le ping-pong comme ça avec vous et Jacques, si c'est ok pour vous et pour Jacques. Alors, ok, donc super. Et pour le coup, j'imagine, donc on voit Mathieu, vous êtes chez vous ou oui. Vous êtes chez Midral? Ouais, aujourd'hui, confiné effectivement à la maison, un petit peu comme tout le monde en télétravail. Marie aussi, vous êtes chez vous actuellement? Exactement, je suis à distance et en télétravail également. Ok, alors voilà, peut-être première question. Comment, pour le coup, votre entreprise s'est-elle adaptée et a-t-elle été impactée par la situation? Est-ce que la mise en place du télétravail a été assez simple ou bien il a fallu un peu de temps en termes d'organisation notamment? Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un premier retour de votre côté? D'accord, qui parle en premier? Alors allez-y Marie. Oui, alors pour nous, le télétravail, en fait, c'est une pratique qui se développe depuis déjà quelques années chez nous. Donc dans le cadre des activités, donc on a de plus en plus de personnes qui travaillent à distance, prennent des réunions, ce qui fait que avec effectivement la crise sanitaire du Covid-19, on avait anticipé, on sentait effectivement qu'il allait y avoir des besoins de connexion à distance qui allaient s'intensifier. Alors déjà, donc c'était des pratiques qui se développent.
On a aussi anticipé pour justement augmenter le nombre de connexions possibles, ce qui fait que voilà, donc à un moment donné, quand voilà, il y a eu des annonces pour se dire bah tout le monde en mode télétravail, on a pu, comment dire, un grand nombre de personnes s'étaient préparées, ont pu se connecter à distance dès le lundi matin. Donc, se connecter sur le serveur EDF pour travailler, c'est ça, en équipe. Voilà. Ok. Et vous, de votre côté, Mathieu, comment ça s'est déroulé chez Midral? Nous, aujourd'hui, le télétravail, alors on n'est pas autant avancé que je pense que la moyenne peut-être aujourd'hui, c'était pas encore dans nos mentalités, le télétravail. Néanmoins, techniquement, on était prêt puisque une grosse partie de notre infrastructure est externalisée. Donc, tout ce qui est connexion à distance, VPN, la population chez nous a des ordinateurs portables. Donc, tout ça, c'était assez simple. Maintenant, l'impact qu'on avait, c'était deux populations, une population interne qui sont un petit peu, je dirais, la partie admin, la partie sales qui reste un petit peu au bureau. Eux, ça a été très simple. Dès le lundi, on a pu mettre en confinement dû derrière cette réactivité. Et on avait déjà fait des premiers tests il y a quelques temps avec la grève qui avait été assez fort. Donc, on avait essayé de focaliser pendant quelques jours, d'avoir un petit peu plus de télétravail. Maintenant, le plus gros impact, ça a été pour nos consultants. Nos consultants qui travaillent chez les clients. Il a fallu travailler avec les clients pour mettre en place du télétravail suivant leur politique, les politiques qu'eux avaient internes de sécurité, token, VPN. Donc, ça a été l'impact qu'on a eu un petit peu, je dirais, le plus complexe, puisqu'il a fallu trouver une bonne organisation entre les clients et nos consultants pour gérer au mieux toute la réussite de leur projet. Ok, justement, c'est une question, et juste après cette question, je contacterai aussi Jacques pour avoir son retour. Vous, en tant que SN, comme vous le dites, vous avez affaire aussi à pas mal de clients. J'imagine que c'est du cas par cas. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous avez des consultants qui sont toujours en mission, d'autres qui ont été mis peut-être en chômage technique ou partiel, des arrêts de travail aussi peut-être avec la garde des enfants? Comment vous avez pu gérer ça en interne? Effectivement, comme vous l'avez précisé, Richie, c'est du cas par cas aujourd'hui. Donc, on a un peu tous les cas de figure. Alors, on a quand même l'impact positif qui est de dire que un gros pic de notre activité, c'est des grosses entreprises, type effectivement banque, assurance ou dans l'énergie à l'intérieur. Donc, eux sont déjà très affranchis et on peut mettre en place avec eux assez facilement le télétravail. Donc, pour ces projets, les projets continuent aujourd'hui et les consultants sont en télétravail chez eux à travailler pour ces clients-là. On a à peu près aujourd'hui encore plus de 3/4 des consultants qui sont en télétravail chez les clients. Pour le reste, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de les pousser vers de la formation, d'essayer de préparer un petit peu cette sortie de confinement en les formant sur des technologies, en les formant sur un petit peu notre métier de la donnée, en essayant de donner de la formation à distance comme ça sur des webinars. Donc, on essaie d'un petit peu d'évangéliser ce qui et trouver des facteurs sur lesquels ils pourraient un petit peu se former au quotidien. Donc, c'est vrai que voilà, ça a été à la fois sur des grands comptes, je dirais, plutôt, je dirais pas simple non plus, mais assez affranchis puisqu'ils ont des process connus. Et après, effectivement, on a eu quelques chômages, quelques gardes d'enfants pour essayer un petit peu que tout le monde au quotidien aussi passer des moments les plus simples dans ces moments qui ne sont pas toujours simples. Ok, donc c'est très intéressant. Donc les personnes qui étaient en stand-by sur leur mission, vous les avez orientées sur le fait de profiter de ce temps pour se former et se performer sur des technologies ou des langages. Vous, Marie, c'est quelque chose aussi qui s'est produit ou vous êtes dans une autre situation? Alors, pour le moment, les gens peuvent continuer leur activité. Alors, il y en a pour qui, effectivement, c'est des proies où il y a effectivement une disponibilité. Donc là, effectivement, ils sont réorientés vers, justement, pour former, faire des formations en ligne, voilà, profiter de ce temps pour se former, voilà, sur des plateformes qu'on propose
avec différents types de contenus de formation. Mais dans l'ensemble, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que les gens peuvent continuer leur activité. Ok. Alors regardez, je vous propose, j'appelle Jacques Benamou, comme ça il peut intervenir, et je vous rappelle par la suite, je vais faire le ping-pong. À tout de suite, Marie, je vous rappelle tout à l'heure. À tout de suite. Alors, hop, j'appelle Jacques. Ah, super. Bonjour Jacques, vous m'entendez? Super, on vous entend. Alors voilà, peut-être je vais reprendre un peu au début. Est-ce que vous pouvez présenter James, ce que vous faites, qui vous êtes? Avec plaisir. Donc, je suis Jacques Benamou, je suis le président de James. James est un expert dans le domaine de la data. On a la chance de s'appuyer sur un peu plus de 500 collaborateurs en France et dans quelques pays en Europe. Et on a clôturé notre exercice fiscal l'année dernière à quasiment 50 millions d'euros de chiffre. Ok. On est en très forte croissance. Ok. Et pour le coup, alors j'imagine comme Midral, vous avez dû être impacté d'une manière ou d'une autre par la situation. Comment vous avez géré en interne? Alors, j'ai bien écouté mon confrère. Il y a une partie, on se ressemble un peu, dans la mesure où James, on a une grande partie des projets qu'on réalise en mode projet chez nous, 70%. Donc sur cette partie-là, on a eu peu d'impact. On est ISO 27001, donc le télétravail, c'est quelque chose qui est coutumier avec des instances de travail spécifiques par projet. Vous dire qu'on n'est pas touché, je serais un menteur. On est impacté comme toutes les sociétés, très fortement. On a juste eu un peu de chance, c'est qu'on avait anticipé cette période-là. Dès le 6 mars, on avait mis en place des méthodologies de travail un peu différentes. On avait fait des commandes de PC passives pour anticiper et prévoir cette partie-là. Okay. Alors justement, c'est une question qui me... Ah, vous êtes en décalé avec le webinaire. Parce que je vous écoutais sur Pas de souci. Alors justement, ouais, c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux. Et je reposerai à Marie. Avec Marie, on était au FIC, donc au Forum International Cyber. On organise là-bas aussi un forum de recrutement. Et donc, ça se déroule fin janvier. Et on commençait à parler de plus en plus de ce qui se passait en Chine. C'était encore lointain, hein, pour être très honnête. On ne pensait pas que ça allait produire ce qu'on traverse actuellement. Est-ce que vous l'avez vu venir? Vous dites que vous l'avez anticipé, mais est-ce que vous l'avez vu venir fin janvier, début février, ou vraiment peut-être juste avant les élections municipales, où là, vraiment, on sentait qu'il y avait une sorte de tournant qui allait se préparer? Comment vous l'avez ressenti chacun? Je peux répondre si oui, vous voulez. Oui, allez-y, après j'interrogerai Mathieu. Nous avons des financiers à notre capital. Et donc, dès la fin février, en fait, j'ai convoqué un comité de surveillance extraordinaire pour les sensibiliser en fait à ce qui se passait. Puisqu'on a des partenaires, on a nos partenaires, notamment nos clients qui s'appelle PSA, qui est très présent en Chine. Okay. Et donc, on suivait de très près l'affaire. Et donc, ce qui nous a permis un petit peu d'anticiper ce qui allait se passer. Donc, ok, mais quand vous dites un tout petit peu anticiper, c'est quoi? C'est quelques jours, une semaine, 2 semaines? 3 semaines. C'est 3 semaines. Ça veut dire que nous, on a appuyé sur le bouton dès le 6 mars. Ok. Et vous, Mathieu? Non, nous aujourd'hui, c'est vrai que on l'a anticipé à entendre un petit peu ce qui commençait à se passer, notamment effectivement, comme vous disiez, en Chine, mais on a vraiment mesuré, je dirais, l'impact au moment où notre gouvernement a un peu commencé à en parler et a commencé à imaginer des règles. Alors, je dirais qu'on a réussi un peu une semaine avant à essayer. On avait commencé par faire du temps partiel en télétravail. Donc, les gens étaient au bureau à peu près une journée sur 2. Donc déjà d'essayer de limiter cet impact, on a fait ça la semaine juste avant l'annonce de notre président du confinement. Mais voilà, sinon on n'a pas eu plus d'avance sur ça. Ok. Et pour le coup, donc là maintenant on a passé 2 semaines, on rentre dans la 3e semaine à partir de demain midi. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des impacts sur des potentielles missions à venir ou sur des objectifs qui étaient prévus? Comment vous vous organisez par rapport à la suite? Nous aujourd'hui côté Midral, je dirais que
Alors, des impacts en termes de chiffres, c'est encore compliqué. D'autant que mars, pour nous, comme je disais tout à l'heure, on avait quasiment les 3/4 de l'activité qui était en train au travail ou en télétravail surtout. Donc sur ce plan-là, pour le moment, ça va. On commence effectivement avec la durée aujourd'hui du confinement, passé la 3e, 4e, 5e, 6e semaine, on commence à avoir des ralentissements un petit peu plus significatifs des projets, avec des personnes qui commencent à essayer de regarder comment mettre les projets peut-être en pause, et des problématiques budgétaires qui arrivent, puisque les gens se disent, voilà, si on reste 2 semaines, ça va, mais 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines pour traiter un projet, et les entreprises avec qui on travaille ont aussi des impacts sur, s'il y en a beaucoup qui travaillent au niveau européen avec des commandes, donc ils vont avoir moins de commandes qui vont arriver, donc moins de budget pour réaliser les projets. Donc on commence, je dirais, aujourd'hui à mesurer un peu plus, à regarder en avril, à avoir plus d'impacts qui arrivent, notamment voilà, des pauses sur des projets ou des ralentissements de projets. Donc ça va plutôt être, je dirais, aujourd'hui avril, qui est dû à la durée du confinement, qu'on commence à avoir des impacts un petit peu, je dirais, plutôt négatifs pour le moment. Alors justement, pour vous, c'est quoi un peu on va dire pas l'événement, oui, si, le seuil qui ferait que on passerait d'une situation gérable ou acceptable à une situation qui commencerait à devenir critique? C'est quoi? C'est 1 mois de confinement, 1 mois et demi, 2 mois? Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, donc là, on rentre dans la 3e semaine, dépasser 1 mois, ça peut être aujourd'hui complexe en termes de plein de choses, même d'humain, parce qu'aujourd'hui, gérer des projets à distance, bon, c'est pas toujours évident en termes de rôle et responsabilité. Donc, je pense que ouais, sur 3 semaines, 1 mois, ça peut commencer aujourd'hui à être complexe. Ok. Pour vous, Jacques, qu'est-ce que, même question, est-ce que mine de rien, vous avez des projets qui devaient peut-être être signés et qui sont en stand-by, et la durée du confinement, jusqu'à quand elle est gérable Est-ce que passer un certain seuil, il y aura vraiment un impact significatif? Alors, l'impact va être significatif en avril déjà, puisque tous les clients industriels, ce matin j'étais avec un de nos partenaires qui est Renault, qui lui a mis la globalité du personnel en Ile-de-France au chômage partiel, Okay. avec l'interdiction de travailler après 13 heures. Okay. Donc de facto, il y a une activité qui est réduite côté industriel. Côté finance, c'est un peu moins le cas, puisque les projets continuent. Donc on voit vraiment qu'il y a une vraie dichotomie entre les deux secteurs d'activité. Il y a d'autres secteurs qui sont très touchés, hein. Le transport aérien, on le voit. Nous, on avait quelques projets chez ADP et avec Air France qui sont mis en stand-by. Aujourd'hui, les clients sont en train de faire des choix entre des projets qui sont stratégiques pour l'avenir. Et côté data, on reste en fait sur de la création, sur un asset patrimoine data qui est important, sur lequel ils conservent en fait une marge de manœuvre avec leur budget. Et les projets qui sont périphériques, tous les projets périphériques aujourd'hui sont mis en suspension, on va dire ça comme ça. Un reliquat d'activité conserve. Et oui, à partir d'avril, on est fortement touché. Et nous, de notre côté, alors peut-être on est pessimiste, mais on voit pas de déconfinement avant fin mai. Ah ouais, avant fin mai, pour une raison en particulier, enfin, peut-être vous avez une information. J'ai pas d'information, je suis pas dans le gouvernement, mais c'est mécanique, hein. Derrière, on doit produire des tests. Pour sortir du déconfinement, on doit produire des tests. Et on doit produire des tests de manière massive et qui sont fiables. Aujourd'hui, les tests par le nez, on s'est rendu compte, pas nous, c'est ce qu'on écoute, ne sont pas assez fiables. Donc les seuls tests fiables, c'est par du sang. Donc on est en train d'en produire. Va savoir un test qui va coûter entre 10 et 15 euros. Il faut savoir qui c'est qui le prend en charge. Est-ce que c'est la sécurité sociale ou est-ce que c'est chacun? Et donc il va falloir les multiplier pour qu'on puisse dire, ok, lui il est apte à reprendre ou pas. Et donc dans cette mécanique-là, malheureusement, je vois pas aller. Si on veut être un peu moins stressant, on va se dire mi-mai, mais c'est la partie industrielle, on le voit avec les masques, hein. Les commandes de masques ont été faites il y a plus de 6 semaines. On commence à les recevoir que là. Ok, donc mine de rien, la projection n'est pas très optimiste. Et... De notre côté, on s'est organisé pour être en confinement jusqu'à fin mai. Ok. Dans notre plan, c'est prévu comme ça. Très clair. Si on arrive à sortir avant, ce sera du bonus. Et pour le coup, dans votre plan, vos salariés, ils sont tous salariés, vous prévoyez du chômage partiel?
ou, Non, prématuré. Non, on a mis en place un peu de chômage partiel. Ok. On a été obligé. L'objectif, c'était quoi? C'était de conserver tous les emplois. Ok. De ne pas créer PSE, de ne pas mettre en situation de déficit. Donc oui, on a été obligé de faire une demande de chômage partiel pour une partie en fait de nos collaborateurs. Alors, ok. Je vous pose la prochaine question et après je rappellerai Marie et je reviendrai Bien ensuite sûr. par vous. Est-ce qu'on peut donner peut-être les types de métiers qui sont en chômage partiel pour chacun? Et j'enchaînerai tout de suite avec une autre question par la suite. Est-ce que pour un candidat qui nous écoute, c'est une opportunité, cette crise, ça peut être pertinent pour lui de postuler maintenant, ou bien vous lui conseillez d'attendre? Je commence à répondre? Oui, allez-y Jacques. Ok. Donc pour les candidats, le marché de l'emploi va repartir. On n'est pas dans un marasme. C'est sûr qu'on a une part d'inconnu sur ce qui va se passer post-confinement. Mais le marché reste actif. On est sur des métiers qui étaient extrêmement en tension avant le Covid. On a vécu une pré-crise avec les grèves de transport où on était sur une activité où on s'est pas arrêté de recruter malgré beaucoup on parlait en fait d'une baisse d'activité. Elle a été sensible. On s'est réadapté. Donc oui, le marché va repartir. On continue à recruter. On a intégré des gens avant le confinement, parce que là, pendant le confinement, on n'a pas de capacité à faire du onboarding comme on s'occupe, en fait, et d'intégrer de manière massive, en fait, les gens. Mais bien évidemment, ça reste une opportunité. Maintenant, il y a des métiers sur lesquels ils vont avoir des opportunités, d'autres un peu moins. Et les métiers de la data, c'est des métiers d'avenir. On va continuer à recruter des data ingénieurs, des data scientists, des data analystes, de manière massive. Okay. Data analyst aujourd'hui, pour vous donner quelques projets, les projets sur lesquels on est sollicité aujourd'hui et qui sont des nouveaux projets, c'est des projets en fait de data analyst où tous nos clients ont besoin de sortir du reporting, de pouvoir sortir de l'analyse. Donc, voilà. Ok, donc au niveau de data, pas de souci de recrutement. Ok. Et pour vous, Mathieu, même question. Ouais, nous non plus aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Je dirais qu'effectivement, des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui souhaitent un peu postuler. L'idée, faut surtout pas arrêter de postuler. Faut rester un peu dans ce flux quotidien pour continuer à créer des entretiens, à avoir des entretiens, puisque avoir un entretien, c'est toujours un peu positif. Ça permet de discuter et d'entretenir du lien avec les recruteurs. Ce qui serait une erreur, c'est vraiment de sortir des radars, parce que derrière, comme le disait tout à l'heure, il faut que demain, quand ça va repartir, ce flux et que vous soyez en capacité, et on sera en capacité aujourd'hui de répondre. Nous, par exemple, en avril, on intègre 4 personnes qu'on avait déjà prévues à l'intérieur. Donc, ce flux, il continue. On a mis en place des bootcamps à distance. Notre formule d'entretien est aussi orientée sur à distance avec soit du chat, soit des visioconférences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut peut-être pas sortir des radars du recrutement. Il faut peut-être mieux cibler et mieux regarder les entreprises sur lesquelles vous souhaitez travailler, mieux vous renseigner sur cette entreprise et voilà quand ça va, et être un peu patient puisque je dirais que les cycles de recrutement vont être un peu plus longs. Mais par contre, c'est vrai que quand ça va repartir, on aura effectivement besoin beaucoup de vos bras. Ok, donc ça veut dire que de votre côté à vous aussi, le recrutement continue. Oups, alors attendez, je prends. Ouais, ok. Donc, c'est une nouvelle technologie. On a Marie et Jacques maintenant au téléphone. On va pouvoir. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Donc, oui, Mathieu, je vous demandais. Donc, vous aussi, les recrutements data ne sont pas arrêtés, mais le processus de recrutement, forcément, sera un peu plus long qu'à l'accoutumée, c'est ça? Voilà, exactement. On a mis en place un process avec soit des questionnaires en ligne, avoir en place un chat, avoir en place des visioconférences avec nos recruteuses. Donc, là, aujourd'hui, je dirais que le flux de recrutement n'est pas arrêté et c'est toujours bon d'être dans les radars, puisque quand nos projets arrivent, même s'ils sont mis en pause, quand ils vont redémarrer, voilà, il va falloir être capable de les servir. Et voilà, nous, notre objectif de recrutement pour le moment reste inchangé. On est en tendu et en forte croissance sur cette partie-là, tout à fait.
Ok, bah c'est rassurant déjà pour les candidats qui nous écoutent. Et pour vous, Marie, j'imagine que chez EDF, en plus, en termes d'électricité, vous devez plus solliciter à l'accoutumée, j'imagine. Les recrutements en data, en cyber, sont tous maintenus ou comment vous organisez sur le processus de recrutement? Alors, en termes de processus, on a déjà lancé un certain nombre de choses depuis le début de l'année, puisque c'est très bon nombre de besoins et donc il explique que DF a participé à des événements de recrutement, notamment le FIC en début d'année. Donc il y a des campagnes de recrutement qui sont en cours, qui sont lancées. Et donc l'activité de recrutement se poursuit. Alors bien sûr, effectivement, il y avait des entretiens physiques, etc. Donc il faut adapter les modalités. Mais en tout cas, on a toujours des besoins de recrutement. Donc pour les candidats qui sont intéressés, moi je les encourage à continuer à regarder sur le site EDF Recrute où toutes les offres sont diffusées. Et puis après, donc on a nos équipes qui poursuivent leurs travaux, les différentes phases d'entretien, etc. Et voilà. En tout cas, sur les métiers de l'IT et du numérique, là, on voit avec le développement du télétravail, en tout cas les métiers de l'IT et du numérique, donc on continue d'avoir des besoins. Et pour le coup, alors je vous pose une question à tous les trois, en commençant par Marie. Est-ce que cette période où chacun est chez soi facilite la mise en relation avec un candidat ou est-ce que c'est plus simple de contacter un recruteur ou pas forcément, c'est comme habituellement. Enfin, est-ce qu'il y a une évolution dans la mise en contact? Je pense que c'est une question difficile à répondre. Alors je pense qu'après, effectivement, on se réorganise. Voilà, peut-être que les recruteurs, ont plus de latitude ou effectivement pour recevoir ou faire des rendez-vous différemment. En tout cas, je pense on est dans une époque où on le voit là, avec les webinaires, les Slack, les FaceTime, etc. On a la chance de pouvoir poursuivre notamment l'expérience avec des vidéos, ce qui permet aux gens de faire des entretiens visuels via Skype. Donc ça permet de en tout cas ne pas les stopper. Pour que effectivement, le cas échéant, dès que c'est possible, on puisse organiser les rencontres physiques qui restent bien sûr important. Et pour vous, Mathieu? Nous, je dirais que oui, aujourd'hui, je pense que les process un petit peu de recrutement chez nous ont évolué, puisque c'est vrai qu'avec son confinement, nous, on a dû s'adapter, parce qu'avant, on était peut-être plus dans des recrutements téléphoniques et physiques. C'est vrai que maintenant, il y a la mise en place, par exemple, tous les après-midi de séances de chat directement avec notre recruteuse, avec des petites conférences de 30 minutes aussi sur des outils comme Zoom. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir peut-être plus de canaux qu'avant on avait, qui était, je dirais, très envoyer des mails ou envoyer ou répondre à des annonces. Voilà, aujourd'hui, ce côté, on est confiné, on se met à disposition avec des choses peut-être plus simples, plus élaborées. Donc, la façon de postuler chez nous, elle a quand même un peu évolué sur cette partie, du chat tous les après-midi et des séances aussi de visioconférence sur lesquelles on peut s'inscrire très facilement. Donc, on a fait évoluer quand même le flux de recrutement. Alors, Jacques, je vous pose la même question et j'en profite pour en ajouter une nouvelle. Est-ce que, même si je pense que vous avez déjà un peu répondu, mais pour bien affirmer, donc vous, pour l'instant, tous les objectifs de recrutement sont maintenus pour le moment? Sur le moment, je confirme. On va sur la même volumétrie. On a dépassé nos objectifs sur Q1 en termes de recrutement. Donc ça, on ne changera pas pour le moment. Après, à quel moment on va sortir du confinement et dans quel état nos clients seront, ça, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais à ce jour, on va sur les mêmes objectifs. Sur la partie recrutement, on a mis en place, comme je dit très bien en fait les deux confrères, un peu les mêmes méthodologies. Et c'est tout. Est positif dans la mesure où on retrouve des gens qui ont plus de disponibilité.
Donc c'est plus facile de pouvoir échanger avec eux aujourd'hui qu'hier. Donc on a des Zoom, on a du Skype, on est pas mal sur Teams, on utilise beaucoup Teams, donc dans lequel qui nous permet en fait de relier et des équipes recrutement et des équipes techniques avec des circuits de validation, avec des présentations de projets. Donc ça on reste sur les mêmes zones. Ok. Donc côté disponibilité des candidats, on retrouve de la latitude. Ok, donc pour le coup, tout le monde s'y retrouve dans le sens où c'est plus simple de se fixer un rendez-vous. Et pour le coup, est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à donner aux candidats en ce moment par rapport à cette période pour être plus visible ou pour être recruté plus facilement? Allez-y, Jacques. Je pense qu'à un moment donné, on est sur un marché qui est très tendu, mais il ne faut pas que les candidats aient de retenir et être volontaires en fait à dire ok, cette société-là m'intéresse parce que je vois les projets. Donc ça doit aller aussi. Le conseil que je pourrais donner à des candidats, c'est de candidater beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient le faire où ils étaient en attente sur LinkedIn pour les contacts. Je pense qu'on doit reprendre un marché qui est plus normatif où il y a une offre, il y a une demande avec un équilibre entre les deux. Ok, donc vous dites aux candidats, manifestez-vous, n'attendez pas qu'on vienne vers vous, quoi. C'est le moment de... ok. Mais on le voit, quand on vient faire votre forum, on voit qu'il y a des gens qui viennent, qui candidatent, il y a beaucoup de volumétrie, donc c'est intéressant, ça nous permet de rencontrer des gens, et je pense que cette démarche-là qui vous invite à venir sur des forums, il faut qu'ils aient la même en disant, ok, je suis intéressé par EDF, je suis intéressé par d'autres entreprises comme James ou comme d'autres. Ok. Merci en tout cas. Et pour vous, Mathieu? L'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, pareil, nos objectifs, il est un peu tôt pour essayer de les modifier et de les ajuster. Peut-être qu'il y a de grandes chances qu'on les ajustera, mais nous, on va tout faire pour essayer de les tenir sur cette année. Maintenant, en termes de conseils, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu confiné, tout le monde a, on va dire, peut-être plus de temps ou à avoir plus de temps à consacrer à ça. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à plus postuler. Les entreprises organisent plein de choses qui sont des fois pas forcément faites pour postuler, mais des webinars autour de thématiques sur lesquelles ils travaillent. Je sais que nous, on en lance beaucoup sur l'IA, sur Tableau, Nine, etc. L'idée, c'est que même quand on s'inscrit à ces événements, je pense que si on arrive à se rapprocher de l'entreprise, à tisser des liens avec l'entreprise, ça va permettre d'être plus pertinent le jour de l'entretien, d'être plus pertinent sur le secteur d'activité. Donc beaucoup se documenter, beaucoup s'inscrire à des webinars, pas hésiter à demander de l'info, puisqu'aujourd'hui, on est tous sur ces canaux un peu digitaux. Donc je pense qu'il y a une grosse carte à jouer sur ce secteur-là aujourd'hui pour pouvoir aller postuler de façon un peu détournée. Ok, j'ai une question de pas mal de participants qui revient sur les freelances. Est-ce que vous travaillez avec les freelances, Mathieu, Jacques ou Marie? Et est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau du recrutement, comment vous vous organisez avec eux? Marie, peut-être, si vous voulez intervenir. Alors ça dépend, quelle est la question? Parce que du coup, la personne travaille en freelance, est-ce que ça veut dire qu'elle souhaite être recrutée en tant que salarié chez EDF ou travaille d'EDF avec des freelances? Alors, j'imagine que pour EDF, peut-être c'est des travails avec des freelances, ou à moins que vous les preniez en CDD sur des missions en particulier. Après, ça rentre dans le cadre tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a des acteurs qui sont référencés. On lance aussi des consultations, des appels d'offres. Et après, il faut s'intégrer dans ce cadre-là. Voilà. Ok. Pour vous, Jacques? Par rapport au contexte, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté particulière. Ok, c'est très clair. Et pour vous, Jacques? Je suis d'accord avec Marie, en fait. Il n'y a pas de nouveauté particulière. La culture James, c'est une culture qui est très salariée. On consacre plus de 5% de notre chiffre d'affaires à la formation, donc on investit pour faire évoluer nos collaborateurs. Les freelances sont une soupape en fait complémentaire. On a fait notre stratégie sur ça. Ok, donc c'est plus ça a une aide ponctuelle à un instant T. Exactement, ça va être un renfort sur quelques besoins. Et pour vous, Mathieu?
Et on est sur des stratégies assez identiques. Hein. C'est aujourd'hui, on travaille avec des freelances, on les prend pour des réseaux de partenaires, donc on crée avec eux des partenariats. Très souvent, ça va être sur des thématiques peut-être qu'on n'est pas, pour avoir une complémentarité et aller gagner des projets avec eux, parce qu'eux vont être par exemple sur un acteur du CRM ou un acteur de la logistique, etc. Et peut-être que nous, on est moins. Donc, c'est d'essayer de tisser avec eux des partenariats. Donc, nous, on va être plutôt dans cette optique-là sur les réseaux un peu d'indépendants, parce que voilà, comme mes confrères, aujourd'hui, on forme énormément nos collaborateurs, donc on s'instruit vraiment dans la durabilité avec nos collaborateurs. Ok, très clair. Et peut-être une dernière question pour clôturer ce webinaire. Marie, en commençant par vous, est-ce que voilà, depuis le début du confinement, vous avez peut-être un impact positif qu'il a eu sur votre travail ou même personnel que vous désirez nous partager? Je dirais l'impact forcé, c'est que finalement, en fait, en termes de digital, de collaboratif, et vu la situation où tout le monde est en mode télétravail, du coup, il faut s'y mettre sur ces outils-là. Donc, je dirais que ça, en fait, ça catalyse l'appropriation de ces outils-là. Et du coup, elle est un peu forcée, mais je pense que les gens voient l'apport de ces outils. Ça permet de continuer à travailler autrement. Je pense aussi que les gens aussi se rendent compte de l'apport des métiers de l'IT et du digital. Chaque activité, on va dire, chaque entreprise a une activité, métier, cœur de métier, etc. Nous, les métiers de l'IT, du digital sont au service des autres métiers, de production, de commercialisation, de distribution. Et donc, là aussi, je pense que nous, chez EDF, les salariés se rendent compte que voilà, en fait, on a des outils au service et que ça aide justement à la fois continuer à travailler, également à garder du lien, parce que c'est important. On est chacun confiné chez soi, mais c'est important aussi de garder du lien. Et donc, je pense que les gens voient l'apport du digital, de l'IT, du numérique, et qu'ils voient autrement que on va dire, l'aspect, outils, ça marche pas, etc. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, parce que plus il y a de gens qui se connectent, plus c'est difficile. Et les gens sont compréhensifs par rapport à ça, parce qu'ils voient les efforts qui sont faits, et je pense que ça montre tout l'apport du digital. Ok, je vous remercie. Et pour vous, Jacques? Nous, cette période, elle marque un tournant, je pense, dans les mentalités. Chez James, mais je pense aussi en fait dans la méthodologie, dans les approches de travail. J'en profite pour remercier tous les salariés de James. Il y en a peut-être certains qui écoutent le webinaire. Et on a mis en place en fait des instances de travail avec des réunions régulières au quotidien. On a établi des roulements par équipe. Ça fonctionne extrêmement bien. On a instauré en fait un peu également une méthodologie de travail avec nos partenaires clients. Et donc ça va, je pense qu'à la sortie du confinement, on va rentrer dans un nouveau mode de travail avec plus de télétravail, peut-être des gens qui vont dans lesquels jusqu'à présent pour nous la présence physique était importante. Je pense qu'on va pouvoir basculer et ça peut même changer en fait des mentalités complètes et des modes de vie où vous avez des gens qui se rendent compte que travailler en étant dans les 3 jours sur 5, mais du coup installer la famille peut-être à 100 km, ça donne un cadre de vie un peu différent pour élever ses enfants. Donc je pense que ça peut amener aussi des changements de philosophie assez forts. Je vois tout à fait. Et vous, Mathieu? Ouais, c'est effectivement un peu ça. Je pense qu'il y a un changement un petit peu de philosophie. Nous, on voit apparaître un phénomène un peu marrant qui est ce côté, ça développe beaucoup l'aspect créativité des gens et communication des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un espèce de Facebook interne et on voit aujourd'hui, tout le monde est confiné et tout le monde continue à s'envoyer des petits messages un peu sympas de le matin, bonne journée à tous. Ah, c'est l'heure de la pause café. Une petite photo de mon mug à côté de mon poste de travail, de lancer des petits challenges sur voilà comment la plus belle photo du mug, les photos de leur chat. Voilà, il y a plein de trucs un peu marrants qui sont en train
en train de se mettre en place, le développement, et tout ça, c'est pour prendre des nouvelles un petit peu de tout le monde, parce qu'on est tous confinés. Et c'est vrai que ce côté communication et envie de montrer comment ça se passe pour chacun et de prendre des nouvelles, c'est un vecteur aujourd'hui et sur cette partie un petit peu réseau social interne, nous, pour le moment sur l'entreprise, qui s'est beaucoup développé. Et ça, c'est vrai que ça resserre beaucoup les liens de l'entreprise, beaucoup les liens des collaborateurs. Et c'est vrai qu'on pourra qu'en ressortir tous un petit peu grandi de tout ça. Ouais, je partage aussi ces différents points de vue. C'est vrai que on voit les différentes entreprises s'organiser différemment et accepter de plus en plus d'ailleurs le télétravail, parce que parfois c'était sujet à débat. Juste avant de clôturer, j'ai une question d'un participant qui me demande sinon, j'aimerais savoir si les recrutements POI en CDI vont se poursuivre ou seront totalement mis en attente. Est-ce que peut-être vous pouvez lui apporter une réponse, Mathieu? Je n'ai pas entendu toute la question. Alors, est-ce que les recrutements POI, c'est-à-dire préparation opérationnelle à l'emploi individuel, je crois que ça marche avec Pôle emploi, vont être mis en stand-by ou vont se poursuivre pour les recrutements CDI? Nous, aujourd'hui, on continuera bien sûr à les accueillir, à travailler avec eux et à les poursuivre en CDI. Si aujourd'hui notre capacité en termes de projet, notre capacité aujourd'hui à intégrer des nouveaux collaborateurs nous le permettent, on verra dans les époques, un passage en déconfinement sur cette partie-là. Donc c'est ça l'idée, quoi. On verra après le déconfinement comment on peut travailler cet axe stratégique-là. J'imagine que c'est pareil pour vous, Marie et Jacques. Pour nous, côté James, il n'y a aucun changement. On a des POI en cours. On continue à faire les cours à distance avec. Il n'y a pas de changement pour nous. Et pour vous, Marie? Nous, oui, comme je dis, les recrutements se poursuivent. Les gens on continue les formations. Voilà. Donc, je pense que pour effectivement, les candidats qui sont, peut-être inquiets sur les recherches, en tout cas, nous continuons de recruter. Alors peut-être sur la partie un peu stage, etc., c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a la partie, mais ça, je pense que après tout ce qui est stage alternance, ça peut aussi commencer un peu plus tard, mais sûr qu'il y a une partie administrative qui est un peu difficile là, et puis également, quand on rentre, quand on commence, c'est bien d'être en contact, de travailler physiquement, mais en tout cas, nos processus de recrutement se poursuivent. Ok. Écoutez, je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ce premier webinaire et partagé vos retours d'expérience sur notamment le recrutement. Et écoutez, je vous dis à très bientôt sur nos forums, bien sûr, Database et cybersécurité. Et encore une fois, merci pour le retour avec la situation particulière qu'on traverse tous. Donc, et voilà, en tout cas, c'était un message encourageant comme quoi les recrutements continuent. Donc, chers candidats et candidates qui nous écoutez, n'hésitez pas à postuler, que ce soit chez Midral, chez James ou encore chez EDF. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous, très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Restez chez vous. Au revoir. Restez chez vous.